Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h20 et je suis avec Thierry Laborde, le numéro 2, le directeur général adjoint de BNP Paribas. Bonjour. Bonjour Thierry Laborde. Bonjour Christophe Jacubizine. Merci d'être avec nous ce matin. On a plein de questions. On va évidemment redonner le mode d'emploi des prêts participatifs parce que le coup d'envoi a été donné. 20 milliards d'euros pour 10 000 entreprises, notamment des ETI et les grosses PME. On va donc, c'est vous qui allez leur dire oui ou non. Vous allez nous dire comment on fait pour postuler auprès de la BNP Paribas. Un mot quand même, parce qu'on a beaucoup parlé ce matin des résultats des grandes entreprises, notamment du CAC 40. Moins 50% en moyenne sur les profits de l'an dernier. Mais c'est pas le cas pour la BNP Paribas. J'ai regardé, j'ai fait le top 40. Et si vous enlevez Sanofi, qui a beaucoup d'exceptionnels en vendant une biotech, c'est BNP Paribas qui s'en sort le mieux cette année, avec 7 milliards de résultats contre 8 l'an dernier. Belle performance pour une banque. On dit toujours que le secteur financier est à la traîne. Comment vous avez fait? C'est quoi votre secret? Alors déjà, deux messages. C'est une crise exceptionnelle, donc elle frappe toutes les entreprises de façon très différenciée. C'est des situations individuelles qui sont encore une fois très différentes d'une entreprise à l'autre. En ce qui nous concerne, depuis très longtemps, on a construit patiemment un modèle très diversifié dans beaucoup d'activités, y compris des activités qui sont contracycliques dans cette période. Les marchés ont très bien fonctionné. C'est pas le cas pour tout le monde. Pour la Générale, ils ont un peu moins réussi. C'est très vrai chez mon ami Yann Gérardin, là, les équipes de la banque d'investissement de BNP Paribas. Et donc vos traders auront des primes en hausse, des bonus en hausse? Comme les variables, c'est lié à la performance individuelle, ça s'adapte bien sûr à un contexte. Il faut savoir comprendre le contexte dans lequel on l'applique, mais ça récompense une performance individuelle. Donc oui, bien sûr, pour ceux qui ont eu de bonnes performances, il y aura des rémunérations variables en hausse. On va parler ce matin donc des prêts participatifs parce que le coup d'envoi a été donné. Ça a été très long de négocier avec Bruxelles parce que c'est un objet financier bizarre, un ovni quelque part, parce que c'est pas des fonds propres, c'est pas de la dette, c'est un peu entre les deux et c'est ça qui va être très important dans la reprise économique. C'est de permettre à 10 000 entreprises, des grosses PME, des ETI, de trouver de l'argent pour investir. Ça va prendre quelle forme? Alors déjà, oui, ça a mis 9 mois, parce qu'encore une fois, et vous l'avez dit Christophe, c'est innovant. C'est la première fois en Europe qu'un mécanisme hybride comme celui-là se met en place et qui réunit 3 acteurs. Des banques, l'État, on l'avait déjà fait avec l'État sur le PGE, mais là il y a aussi des assureurs. C'est eux qui donnent l'argent. C'est eux qui vont investir. Donc il faut bien sûr trouver le bon modèle pour donner confiance, aligner les intérêts, c'est souvent le terme que l'on emploie, entre les différentes parties prenantes. Donc c'est un mécanisme qui va être massif, vous l'avez dit, 20 milliards, il y a 2 types de produits. Les prêts participatifs de l'ordre de 15 distribués par les banques et les obligations relance, donc prêts participatifs relance, obligations relance distribuées par les fonds de private equity. Alors on va être très concret parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de patrons qui nous regardent. Pour les prêts participatifs, il faut avoir un chiffre d'affaires compris entre 2 millions d'euros et 1,5 milliard d'euros par an. C'est quand même des belles boîtes déjà. Exactement, mais 2 millions, on va toucher les petites PME. C'est vrai. C'est vraiment le segment des PME, 2 à 50 millions, et le segment des ETI, 50 millions à 1,5 milliard. Pourquoi je viens voir Thierry Laborde pour lui demander un prêt participatif? Il faut que j'ai... Quelle est ma situation financière? Je dois être en bonne santé. Il faut être noté 5 et plus. Il faut être noté 5 et plus. La note de crédit Fiben 5+, c'est une note moyenne. Donc on est sur quelque chose qui est quand même assez ouvert. Il faut avoir un projet d'investissement. D'accord, il faut avoir un projet d'investissement. Il faut avoir un projet d'investissement. Il faut avoir un projet ou de transition numérique, de transition écologique, de croissance externe, d'une nouvelle ligne de production installée, d'un projet de diversification. Donc les entreprises en ont plein des projets. Et heureusement, c'est ce qui fait le tissu et la force du tissu économique français. Alors c'est pas des prêts, il faut le redire d'ailleurs. Ce qui est important, c'est que pendant 4 ans, il n'y a aucun remboursement en capital. C'est en ça que c'est des quasi-fonds propres. Pour d'ailleurs les obligations, c'est même 8 ans de différé d'amortissement. Et donc, c'est pour ça que vous, en tant que banquier, vous prenez un peu plus de risques quand même, parce que si jamais il y a un problème, vous serez les derniers servis, on est d'accord? On est bien d'accord. Alors, c'est un prêt, mais c'est un prêt que l'on appelle junior par rapport à des prêts plus seniors. C'est celui qui va se rembourser en dernier, juste avant les fonds propres. Alors, ce qui est intéressant, c'est sa structure. Il est sur 8 ans, donc long.
beaucoup plus long que du financement d'investissement classique, et surtout 4 ans sans remboursement en capital. Ce qui laisse le temps à l'investissement qui a été réalisé de produire ses premiers fruits pour permettre justement le remboursement au-delà des 4 ans. C'est l'originalité de ce produit. Et ça va me coûter combien, monsieur Laborde, alors? Pour une PME, entre 4 et 5%, la tarification sera libre entre les banques. Nous sommes dans un secteur concurrentiel. D'accord. Ah oui, c'est pas du tout... C'est indicatif, simplement. Hein. C'est indicatif, c'est une fourchette. Bon. Et entre 4 si et mon 5. banquier est sympa, je peux être plutôt dans le bas de la fourchette. En fonction de la qualité du risque, Bon. parce que dans cette cible de clients, le risque peut être un peu différent. Il y a du très très bon risque, il y a du risque, du bon risque, du risque un peu plus moyen, mais toujours des projets d'investissement à soutenir. Et ce qui est très important, ça marque, pour moi c'est important, dans cette phase où il y a encore un peu d'incertitude, le sorti de la phase 2020 très difficile et de ce début d'année, et ça ouvre vraiment la phase de la relance, du soutien à l'investissement. Donc moi l'appel que je peux faire à nos chefs d'entreprise qui nous écoutent, ne retardez pas vos investissements, venez nous voir dès maintenant, nos équipes sont formées, 1500 collaborateurs formés, pour évoquer avec eux vos projets, et on trouvera la bonne solution entre le prêt participatif ou même d'autres solutions. Vous le savez, on a aussi doublé nos ambitions en termes de capital investissement dans le capital des PME françaises. Mais le fait que vous ayez alloué énormément de PGE, en tant que banquier, quand vous regardez la situation financière de vos clients, vous n'êtes pas un petit peu, vous dites pas, ils sont déjà beaucoup endettés, ils ont ce PGE à rembourser. Vous ne serez pas un peu prudent? Écoutez, il y a deux choses sur le PGE. Déjà, beaucoup d'entreprises ne sont pas venues le chercher. C'est 30% des entreprises chez nous qui sont venues chercher un PGE. Ouais. Il y en a 70% qui ne l'ont pas demandé. Il faut bien avoir en tête que ce qui a été fait par la France, et je crois que c'est assez exemplaire, il faut le reconnaître à notre gouvernement, c'est une boîte à outils très complète. Entre du chômage partiel, des reports de charges sociales, le PGE, le fonds de solidarité, maintenant pour la relance, le PPSE, et il faut une boîte à outils. Pourquoi ? Parce que les situations individuelles sont très différentes. C'est très différent de crise précédente. C'est une crise qui se traduit par des conséquences microéconomiques très différenciées selon les cas. Et même à l'intérieur d'un secteur très fracassé, vous avez des situations d'entreprise très différentes. On est très perplexe cette semaine sur le plateau de Good Morning Business parce qu'on a eu des signaux très contradictoires, des signaux très positifs avec Via Voice HEC en début de semaine sur justement les décisions, l'envie d'investissement des chefs d'entreprise qui est très forte. Et en même temps avec Rexecode hier, des chiffres un peu alarmants sur la compétitivité de notre économie. On perd des parts de marché, notamment à l'export et notamment par rapport à nos voisins européens. Qu'est-ce qui se passe selon vous ? D'où l'importance de l'investissement et de surtout pas les différer. Ce qui est le gage de la compétitivité, c'est d'investir dans des transformations permanentes. Le monde va de plus en plus vite. Cette crise sanitaire accélère tous les changements. La transition énergétique, la transition numérique, les réflexions autour de ces chaînes de fournisseurs, ce qu'on appelle la supply chain, tout ça nécessite des plans d'investissement. Et je crois que c'est le moment, c'est maintenant. Et vraiment ce message, ne différez pas vos plans d'investissement. Venez parler à vos banquiers, chez BNP Paribas, mais chez les autres aussi, pour qu'on trouve avec vous les bonnes solutions pour financer ces investissements productifs. Alors encore un mot du secteur bancaire. On a parlé ce matin aussi du modèle, du business model des néobanques qui ne fonctionnent pas, enfin en tout cas qui gagnent des clients mais qui sont rarement rentables, y compris pour le leader du secteur. On voit que Orange Bank se cherche un associé, un allié. Ça pourrait être vous, avec notamment Hello Bank. Orange Bank n'est pas à vendre. Non, mais il dit qu'il cherche un partenaire. Nous verrons, c'est leur choix s'ils veulent changer de partenaire. Voilà, mais c'est vraiment le choix d'Orange. Pour revenir sur les néobanques, ça me paraît très important. Nous, on en a deux dans le groupe BNP Paribas. On en a une un peu ancienne qui est Hello Bank, pan-européenne, qui est rentable au plan pan-européen. Au plan européen, elle est rentable. Pas en France. En France, non, parce qu'elle continue à croître, mais elle est tirée par l'Allemagne, où elle a eu une énorme croissance en Allemagne. C'est le 4e broker et la 5e banque digitale allemande, sur un marché qui est un marché, comme vous le savez, assez riche. Et puis, on a notre dernier petit bébé, Nickel, qui lui est profitable aussi, et qui va toucher les 2 millions de clients à la fin de ce mois, qui vient de démarrer l'Espagne, 1000 premiers clients en Espagne. On a reçu sa présidente. Voilà, vous avez reçu Marie, et qui va démarrer en Belgique et au Portugal en 2022. Et ça, ce sont deux modèles qui sont profitables aujourd'hui. Et quand vous voyez LCL qui annonce fermer 250 agences, notamment les plus petites qui ont moins de 4 salariés, vous dites que vous allez tous y passer, la fermeture des agences bancaires ? C'est pas la fermeture, c'est une adaptation. Donc on les regroupe. Il faut des agences plus grandes. Ça, c'est important. Les petites agences, vous avez du mal à mettre toutes les compétences que demandent les clients. Donc ce sont des regroupements avec des agences qui seront très différentes demain. Vous aussi, vous allez regrouper ? Contact. Vous allez regrouper ? On l'a fait déjà beaucoup. Oui, mais vous allez continuer ? On continue au rythme de ce que nous demandent les clients. Mais encore une fois, sans baisser la garde sur la couverture du territoire. Merci Thierry Laborde, directeur général adjoint de BNP Paribas, d'avoir été dans la matinale de Good Morning Business ce matin.